Edwige Chevrillon. Bonsoir Edwige. Bonsoir Olivier, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir Madame. Alors, première question, vous avez dit tout à l'heure que cet accord était décisif pour les entreprises et pour les salariés, mais il faut le transposer effectivement dans un texte de loi. Pourquoi attendre le mois de mai, sachant qu'il y a à peu près 1500 jobs détruits chaque jour? Pourquoi le mois de mai? Parce que je ne sais pas, ça fait partie du calendrier. Normalement, ce serait le mois de mai. Donc là, l'accord, il date de vendredi soir. 48 heures. Dans l'année. Il y a 48 heures. Le Conseil des ministres qui va se prononcer sur le projet de loi, parce qu'il faut d'abord qu'il passe au Conseil des ministres, c'est le premier Conseil des ministres de mars. Entre les deux, il y a un mois. Un mois. D'accord. Un mois et demi. Un mois et demi. Est-ce qu'il faut, c'est beaucoup, un mois pour écrire un texte de loi, le passer devant l'ensemble des partenaires sociaux, parce que c'est normal, nous allons vérifier avec eux que ce que nous transcrivons, ça correspond bien à leur volonté. Puis ensuite, il y a une phase qui est techniquement utile, qui pourrait d'ailleurs être extrêmement valorisée, qui est le Conseil d'État, qui doit dire si juridiquement les choses sont bordées. Donc ça va très vite. Nous allons au plus vite. Mais quand au Nous Parlement? allons au plus vite. Donc au Conseil des ministres, tout début mars. Immédiatement à l'Assemblée nationale. Dès le mois d'avril, il faut peut-être laisser quand même le temps sur un texte qui comprendra de très nombreux articles, dont chacun voit bien, me semble-t-il, l'importance aux députés de l'examiner. Dès le début du mois d'avril, dans une procédure d'urgence, le Parlement, l'Assemblée nationale, devra se voter. Et ensuite, il se trouve qu'il y a deux assemblées, c'est comme ça, il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat. Donc tout de suite après, le Sénat se prononce. Que voulez-vous? La démocratie, elle a aussi le temps nécessaire. Et vous savez ce qu'ils vont nous dire, les députés et les sénateurs? Ça va vite, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Et vous savez ce que je vais leur répondre? Il y a urgence. Parce qu'on ne peut pas attendre sur le front de l'emploi. On est bien d'accord. Justement, le président de la République a dit lors de ses vœux qu'il fallait coûte que coûte inverser la courbe du chômage. Qu'est-ce qui, dans cet accord, à votre avis, est susceptible de créer des emplois? Est-ce que c'est l'aspect flexibilité plus grande pour les entreprises ou la sécurisation? Il y a deux aspects qui ont un effet. Le premier aspect, c'est éviter de détruire des emplois. Oui. Il y a la possibilité de négocier dans chaque entreprise, parce que les partenaires sociaux, les organisations syndicales en seront d'accord, des mécanismes qui permettent d'éviter de licencier. Quand je disais au début de cette émission, aujourd'hui la seule variable d'ajustement, quand il y a un problème, même si c'est un problème pour 1 an ou 1 an et demi, c'est pof, dehors la porte de licenciement, c'est une réalité. En Allemagne, ils ont traversé la crise, il n'y a pas eu plus de chômeurs, il y a même moins de chômeurs aujourd'hui qu'avant. C'est d'éviter la dégradation de l'emploi plus que de créer des emplois. Oui, mais dans une période comme celle-ci, c'est déjà quelque chose de très important. La deuxième chose, je vais employer ce terme-là. C'est un accord dont je pense profondément qu'il peut être un accélérateur de création d'emplois. Un accélérateur de création d'emplois. Le président de la République a dit, à juste titre, cet accord, il combat deux peurs. La peur du licenciement, avec les droits nouveaux pour les salariés, la peur de l'embauche de la part des chefs d'entreprise. Ils ont parfois peur de cette embauche. Eh bien, je pense que cette peur de l'embauche va sauter avec cet accord et donc va permettre aux prémices d'une reprise qu'il y ait un accélérateur de création d'emplois. Je le disais aussi, la France se caractérise par un retard. Dès que la reprise est là, on met plus de temps que les autres à investir, on met plus de temps que les autres à embaucher. Alors, Michel Sapin, cette fois-ci, on embauchera tout de suite. Michel Sapin, est-ce que vous pensez justement ça va plaire, cet accord va plaire aux agences de notation? On sait bien que la France est scrutée par les agences de notation. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Ça montre que la France est capable de se réformer et d'avoir un dialogue social. Moi, je ne fais pas les choses pour faire... Enfin, je fais pas. Les partenaires sociaux ne négocient pas, ne discutent pas. Oui. Et quand je dis je parle de la loi, de la décision politique qui consiste à transcrire dans la loi. Nous ne le faisons pas pour plaire aux agences de notation. Mais écoutez, un pays comme la France, qui est souvent de l'extérieur critiqué sur deux grands aspects en termes économiques, manque de compétitivité, on y répond avec le crédit d'impôt compétitivité. Ça a été salué par tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur, comme une bonne décision de la part du gouvernement. Et qui est souvent aussi critiqué sur le thème « c'est rigide » et ils ne savent pas avancer autrement que par le conflit. Eh bien là, il est démontré que les partenaires sociaux peuvent mettre en place des réformes profondes par le dialogue. De ce point de vue-là, je pense, oui, que l'image de la France peut changer à l'étranger. Alors, positivement. Et positivement pour l'emploi. Question peut-être à l'ancien ministre de la fonction publique. Pourquoi la fonction publique, les services publics ne vont pas être taxés sur les CDD alors qu'on sait que justement, ils y ont beaucoup trop recours? Alors d'abord, c'est pas vrai qu'ils ne seront pas taxés, puisque je sais pas si on a oui, parce qu'un bon nombre d'entre eux aboutissent à on paye des cotisations chômage, puisqu'il y a derrière du chômage. Donc celles-là sont traitées comme tout le monde. La question que vous pourriez poser, c'est pourquoi,
Alors qu'il y a eu, il y a 10 ans, une loi qui s'appelait la loi Sapin, La loi Sapin, voilà. C'est pour ça que je dis ça. qui luttait contre cette précarité avec efficacité, me semble-t-il. Enfin, je ne vais pas lancer des fleurs, mais c'est ce que me disent les agents eux-mêmes, avec efficacité contre cette précarité. Pourquoi est-ce que depuis 10 ans, de nouveau, cette précarité s'est reconstruite? Et voilà, c'est toujours une sorte de tonneau des Danaïdes. Donc je préférerais, c'est ce que va faire le gouvernement, qu'on ait, avec les organisations syndicales de la fonction publique, une politique qui soit maintenue. Il y a de temps en temps, dans la fonction publique comme dans les entreprises, besoin de contrats à durée déterminée. Lorsqu'un professeur part en congé maternité, il faut bien le remplacer d'une certaine manière. Je préférerais d'ailleurs qu'il le soit par des titulaires remplaçants. Mais donc on peut en avoir besoin. Mais là encore, ni dans la fonction publique, ni dans les entreprises, on ne doit tolérer un abus de cette utilisation de contrats trop flexible. Alors mardi à l'Assemblée nationale arrive un point très important, c'était une des promesses du candidat François Hollande, les contrats de génération. Qu'est-ce que vous en attendez? Et puis toujours l'éternelle question, surtout pour moi, c'est comment allez-vous financer? Parce qu'il y a des doutes toujours sur le financement de ces contrats de génération. Pour vous, c'est aussi important pour moi que pour l'ensemble des Français. Comment finance-t-on une mesure? C'est une question tout à fait naturelle, puisqu'elle aura effectivement un coût. Mais d'abord, le contrat de génération, c'est quoi? C'est pas seulement un engagement très précis du président de la République, c'est une belle idée qui devient réalité. La belle idée, tout le monde la comprend. Solidarité. Il faut faciliter l'entrée des jeunes dans l'emploi. On n'a jamais eu autant de jeunes au chômage. Ça, c'est un des records. On n'a pas battu le record. Je ne cherche pas les records dans ce domaine-là, du nombre des chômeurs. Mais on a déjà battu, mais depuis longtemps. Sur le nombre de jeunes. Depuis longtemps. C'est fait depuis bien plus de 9 mois. Le pourcentage, il y a 24% d'une classe d'âge de moins de 25 ans qui est au chômage. On ne peut pas les rester comme ça les bras ballants. Donc il faut inciter à l'embauche du jeune. Mais jusqu'à présent, à chaque fois parce qu'on l'a fait à droite ou à gauche, on incite à l'embauche d'un jeune, hop, c'est un plus âgé qu'on met dehors. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il y a moins de jeunes au chômage, mais il y a plus de seniors au chômage. Ça ne va pas. Là, c'est les deux. Un jeune qui rentre, un plus âgé qui est maintenu. Donc vous voyez que c'est vraiment la réconciliation des générations. Et avec, je ne vais pas aller plus loin, une aide aux entreprises, c'est pour ça qu'il y a un coût, qui est extrêmement élevé, puisque c'est au bout du compte 4 000 € par contrat de génération qui sera versé tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises. C'est une incitation à l'embauche du jeune en contrat à durée indéterminée, bien sûr, parce que c'est aussi les jeunes qui pâtissent le plus en CDI. Donc voilà, au bout du compte, ça veut dire cette année, suivant la vitesse à laquelle ça monte en puissance, on va dire entre 150 et 200 millions. Comme vous le savez, le ministre du Budget a déjà annoncé qu'il avait gelé un certain nombre de crédits pour permettre le financement des politiques prioritaires dans le domaine de l'emploi. Et à partir de l'année prochaine, ceci sera financé dans le cadre global du pacte de compétitivité, qui n'est pas de 800 millions ou d'1 milliard, ce qui pourrait être le coût global de cette mesure, mais de 20 milliards. Donc c'est à l'intérieur de ce dispositif, et principalement par des économies sur le fonctionnement de l'État, que cette mesure extrêmement utile sera financée. Est-ce qu'il y a l'autre mesure? Il y avait le contrat de génération, puis il y a les contrats d'avenir. On a vu, les emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, pardon. Et c'est dans le Var. Je ne sais pas si vous avez vu la caisse d'allocation. Il y a un pépin. Mais ça pose la question effectivement de la formation, parfois peut-être du comportement de ces jeunes. Comment faire peut-être? Parce que ça peut avoir un effet stigmatisant pour les entreprises qui ensuite veulent les embaucher en disant ils n'ont pas eu la formation nécessaire. Mais formation et comportement, je me permets d'insister sur ce terme. C'est ce que je fais à chaque fois que je signe un emploi d'avenir. Il m'est arrivé beaucoup là, à la fin de l'année dernière, d'aller d'un lieu à l'autre, pour une préfecture à l'autre, un territoire à l'autre, pour signer des emplois d'avenir avec les jeunes en face de moi. Et je leur parlais à ces jeunes. Qu'est-ce que je leur disais à ces jeunes? Je leur disais, vous avez besoin d'un premier emploi. Les gens, ils vous demandent toujours le deuxième. Ils vous disent, vous avez une expérience? Non. Bon, allez voir ailleurs. Comment vous faites pour avoir un deuxième emploi si vous n'avez pas eu le premier? Bon, il faut un premier emploi. Une formation. D'ailleurs, ces emplois d'avenir sont dirigés principalement vers les jeunes qui n'ont pas de formation. Et je le dis toujours, un accompagnement personnel. Parce que ces jeunes qui sont très loin de l'emploi et qui ont très peu de formation, ils ont aussi parfois des problèmes personnels. Mais qu'est-ce que ça veut dire, accompagnement personnel? Mais donc, comment faire? Voilà, c'est ça la question, Michel Sapin. Il y a quelqu'un dans l'entreprise. Oui, dans l'entreprise, dans l'association, là, en l'occurrence, dans l'association ou dans l'organisme public, et de même que dans les missions locales qui suivent les jeunes en difficulté de cette manière-là sur l'ensemble du territoire, il doit y avoir aussi un référent. Et ce qui s'est passé, parce que vous avez raison, il faut toujours montrer du doigt ce qui ne va pas, même si c'est 6 emplois d'avenir, alors qu'il y en a des milliers qui ailleurs ont été signés. Mais moi, je regarde même les 6, parce que je trouve que ce n'est pas supportable pour ces 6-là. Eh bien, il n'y a pas eu cet accompagnement. L'employeur, il a dit, vous n'êtes pas comme les autres.
Ben justement, ils ne sont pas comme les autres au départ. D'accord. Et ce que l'on pense, donc ça veut c'est dire que qu'il faut chacun d'entre insister eux, sur l'accompagnement bien sûr, nécessaire. c'est 3 choses. Un emploi, une formation et un accompagnement personnalisé. Et après, vous verrez, ils ont des talents extraordinaires, tous ces jeunes. Une fois qu'ils ont surmonté ces difficultés, ils ont des talents, ils vont réussir, ils vont avoir un emploi, ils vont avoir une formation, ils vont nous montrer que la jeunesse de France est capable de beaucoup. Avec l'aggravation du chômage, évidemment, le trou de l'UNEDIC ne peut que se creuser. Il sera normalement, sur les estimations actuelles, de l'ordre de 18 milliards à la fin de l'année. Est-ce qu'il y aura cumulé, bien sûr. Est-ce qu'il y aura une réforme de l'assurance chômage? Est-ce qu'il faut revenir sur la dégressivité, sur le temps d'indemnisation, comme le demande par exemple le MEDEF? Sur ce point, comme vous le savez, si vous êtes spécialiste de cela, la convention chômage prend fin à la fin de l'année 2013. Tout à fait. Donc d'ici la fin de l'année 2013, les partenaires sociaux, parce que là on est vraiment dans un secteur qui est géré par le patronat et les organisations syndicales, vont devoir, dans les quelques mois qui viennent, ouvrir des négociations sur l'avenir et en particulier sur le financement de l'assurance chômage. C'est dans ce cadre-là qu'elles, dans un premier temps, vont discuter de ces questions. Le principe de la dégressivité, c'est... Non, ça me paraît être un principe auquel il faut faire très attention. Hein. Donc ça peut être considéré comme incitatif. Mais ensuite, ça peut être aussi une bonne manière d'enfoncer les gens dans une situation épouvantable. Donc, ce sont des sujets extrêmement délicats qu'il faut éviter de manier avec trop de brutalité. Le 22 janvier, je crois, prochain, le président du corps, du Conseil d'orientation des retraites, doit vous remettre un rapport. On sait que déjà, il a donné une estimation en disant il y a déjà, si on continue comme ça, en 2017, le trou sera de l'ordre de 17 milliards. Manque à gagner. 30 secondes pour répondre. 30 secondes. Réforme des retraites, il a dit j'attends des mesures de la part du gouvernement. Michel Sapin, des mesures. Première constatation, rien n'a été réglé. J'avais compris, certains avaient compris... Aggravation du chômage. Oui, non, pas pour ça. Certains avaient compris qu'avec la réforme, entre guillemets, Sarkozy, on était sorti du trou. Pas du tout. On y est toujours. On y retourne encore. Donc, fausse réforme, extrêmement injuste, mais extrêmement inefficace. Deuxième chose, il n'y a pas que le corps, il y a aussi des propositions qui sont en train d'être élaborées par un haut conseil du financement. C'est l'ensemble de tout cela qui permettra, au cours de cette année, au gouvernement de discuter avec l'ensemble des partenaires sociaux, parce qu'il faudra évidemment qu'il y ait une réforme des retraites pour assurer une pérennité solidaire du régime des retraites. Merci Edwige. Merci Edwige. Voilà, fin de cette séquence. On va marquer une pause pour